Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Séraphine. Bonsoir, pardon. Ça commence. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Donc, pour ce nouvel épisode de Entre l'encre et les mots, ce soir, on a la chance de recevoir donc Bénédicte Drousset qui nous présentera donc son livre Promets-moi Émile aux éditions La Trace. On aura la chance, vous le savez, vous connaissez le principe de l'émission, d'avoir la chronique de Sonia. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors là, c'est un livre qui remonte en temps de guerre, mais je sais pas, c'est les anonymes en fait. Les anonymes, les acteurs, c'est ce que je marque aussi dans ma chronique, qui nous montre l'envers du décor aussi pendant la guerre et voilà, tout ce qui a pu s'y passer, et amour, haine, il y a tout dedans. Eh ben écoute, on écoutera ça donc dans quelques instants. Je vous le rappelle qu'on aura aussi donc l'extrait de Marie qui, à titre exceptionnel, ne peut pas être avec nous ce soir, mais on l'embrasse. Donc elle nous lira donc un extrait de ce livre, hein, Promets-moi Émile aux éditions La Trace. Et on terminera bien évidemment avec Séraphine Matin, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, qui intègre l'émission depuis la semaine dernière, pour nous faire ce qu'on appelle le portrait de l'auteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Bénédicte en deux, trois mots? En deux ou trois mots, c'est l'impressionnante production, surtout, parce que c'est une faiseuse de livres et c'est une faiseuse d'histoires en partant de faits divers insolites. Elle est partie de choses qui existent autant que de choses qui n'existent pas. Elle a une façon, visiblement, de décrire les choses qui est assez impressionnante. Et j'ai hâte de l'écouter et de résumer tout ça avec elle. Mm. Eh ben écoute, avec l'impatience donc de t'écouter en fin d'émission. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont déjà présentes. Donc je salue Laurent Alain qui est présent, Poétique David qui est avec nous, bonsoir, Christine Faure, Talibanière qui est là, Dominique Guénin, Roger qui est là. Bonsoir à tous, vous connaissez le principe de l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions. Le but du jeu, bah, c'est d'y répondre. Donc je vous propose d'accueillir tout de suite Bénédicte Rousset. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, Bonsoir. merci pour ces premiers mots, pour votre accueil et une belle année Eh en ben, direct quand même de vive voix. Merci, on commence bien. Moi, je commence bien avec vous, hein. en tout cas, c'est un réel Et, plaisir de t'accueillir euh, avec nous. Donc, merci bonsoir à Christine aussi. Je reconnais dans les gens qui sont connectés Christine Faure. Je suis très touchée qu'elle soit là. On pourra peut-être échanger tout à l'heure. Christine Faure, bien évidemment. Bonsoir Christine, Ah, merci à toi d'être là et qui nous dit effectivement bonsoir bonsoir. Dominique. Bon, Poétique David qui nous dit bonsoir. Bonsoir Bénédicte, ravi, nous dit Christine, Bonsoir. effectivement. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi Bénédicte d'être avec nous, hein. Donc on le rappelle que tu es là avec nous pour nous parler donc de ce livre Promets-moi Émile aux éditions La Trace. Donc on va avoir l'occasion d'en parler, mais en tout cas, comme tu l'as dit, au nom de toute l'équipe, je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, et ravi Merci de Florian, t'accueillir. merci beaucoup. Mais vraiment, le Voilà. plaisir est partagé. Eh ben, avec grand plaisir, merci. Avant toute chose, avant les premières questions, puisque je vois qu'il y en a quelques-unes qui commencent à arriver, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Bénédicte Rousset? Alors, j'ai 43 ans. C'est bien de dire son âge, hein, mais de moins en moins, on a envie de le dire. En fait, je suis enseignante, j'habite près d'Avignon, donc j'enseigne le français dans un collège d'Avignon, voilà, le collège Marie-Rivier. Et en parallèle, depuis longtemps, j'écris, mais j'ai été éditée pour la première fois en 2017 dans une petite maison d'édition et où j'ai écrit 2 romans. Ensuite, j'ai écrit un troisième aux éditions Élan Sud qui s'appelle Les Établis. Et là, depuis 2019, je suis aux éditions La Trace. Donc, on a pas mal de romans ensemble, puisque Premier Mille est le sixième. Oui. Et je remercie d'ailleurs les éditions La Trace de m'accueillir. Ils sont exceptionnels. C'est vrai qu'on a une relation privilégiée. Et voilà, ils font de très belles couvertures. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui les fais. C'est pas. Et voilà, en fait, j'avais un papa imprimeur et une maman institutrice, donc j'ai baigné assez tôt dans les livres. Et voilà, j'essaie de conjuguer vie de famille avec 3 enfants et le travail au collège, l'écriture.
Bon, après, si vous avez d'autres questions, vous me direz hein, sur Oui, moi. bien sûr, ça va arriver, bien sûr, t'inquiète pas. On est féru de questions. D'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, je tiens à remercier les éditions La Trace et son représentant, hein, Ouais, Jean-Philippe Lafont, hein, si j'écorche pas le nom. oui, Donc, Jean-Philippe et Florence, ouais, ouais. voilà, qu'effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et qu'effectivement, nous a parlé de ton livre, hein, on le rappelle, Premier mois Émile. On voit le lien qui circule en bas, hein, www édition La Trace pour découvrir cette maison d'édition. C'est Ah, une maison super. d'édition locale. Elle est basée où? Elle Alors, est dans le sud? pas forcément, enfin, ils éditent des gens de partout, en fait, hein, de toute la France, mais ils sont basés au Castellet, près de Toulon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est leur adresse postale, mais ils sont un petit peu partout en France. Ils ont, voilà, selon les saisons, ils sont pas forcément au même endroit. Et non, ils éditent, ils se sont pas forcément fixé une ligne éditoriale en particulier. Ils éditent, ils fonctionnent un peu au coup de cœur. Voilà, c'est des gens D'accord. assez vrais qui ont une sensibilité, une sincérité. Et selon ce qu'ils reçoivent, voilà, il n'y a pas forcément vraiment de ligne en fait aux éditions La Trace. Ils ont D'accord. une collection Regard qui fait des photos. Ils ont une collection textes courts avec des petits essais, des livres plus petits en format, et la collection roman où on apprend une île. Eh ben, Super écoute, en maison. tout cas, merci pour tout cas, merci pour cette présentation et je rejoins effectivement Christine hein, qui nous dit une formidable maison d'édition, effectivement. Ah, Euh, Christine, on aime beaucoup aux une, éditions La Trace. ouais, en tout cas, merci à toi, Christine, d'être là. Et puis, encore une fois, publiquement, je n'oublie pas ma promesse. Hein, voilà. Poétique David qui nous pose une question. Quelle expérience, Bénédicte, sur ces maisons d'édition et quels points positifs ressortent-tu de chacune? Alors, très intéressant, parce que c'est vrai que c'est ma troisième maison d'édition. Les éditions La Trace, j'en ai eu deux avant. Et mes expériences, il y en a eu plusieurs. En fait, dans mes deux précédentes maisons, elles avaient été un petit peu créées parce que le fondateur en fait écrivait. Et je trouve en fait avec le recul que c'est bien d'être dans une maison d'édition aussi où ceux qui la dirigent n'éditent pas forcément leur roman dans cette maison-là. Parce que voilà, j'ai trouvé l'expérience était mieux. Et surtout, il y avait une des deux maisons d'édition qui voulait que je signe en fait des contrats, comment ça s'appelle, des clauses de préférence. Les auteurs connaissent bien ça. Ça fait peur parce qu'en fait, dans les clauses de préférence, on est engagé avec la maison. Là, par exemple, c'était pour 5 romans ou 5 ans. Et c'est vrai que j'ai quitté la dernière pour partir aux éditions parce que j'étais pas en accord en fait avec cette clause de préférence qui me contraignait à rester là-bas alors que je les connaissais pas encore. Alors qu'aux éditions La Trace, c'est vrai qu'il n'y a pas de clause de préférence, c'est très simple. Et ce qui fait que c'est des endroits où on a envie de rester en fait. Si on peut partir quand on veut, bah, on- ça se passe mieux quoi. Je sais pas si je réponds, voilà. Je suis, bah, il répond, je comprends. Hein, donc, Ouais. merci David pour cette question. Tu disais tout à l'heure en présentation que tu étais donc professeur de lettres modernes, hein, c'est ça, si j'ai bien Oui, compris. Et d'ailleurs, il y a une oui, question oui. intéressante de Laurent qui nous demande, discutez-vous de votre métier d'auteur et de vos romans avec vos élèves? Ah oui, intéressant ça comme question. C'est vrai que mes élèves, souvent, c'est le cas aujourd'hui, ils nous cherchent sur Internet, ils tapent un peu le nom des profs pour voir qui c'est. Donc, c'est pas forcément moi qui leur parle de mes livres, c'est qui s'en rendent compte. Et c'est très riche, en fait, comme échange autour de ça, parce que ce qui plaît un peu aux élèves d'aujourd'hui, c'est de voir qu'on a dans la vie une passion ou quelque chose qui nous anime, en fait, en dehors des cours, parce que c'est un peu malheureux aujourd'hui, mais les élèves n'ont pas forcément un prof. Enfin, voilà, c'est une réalité, hein. Donc, euh, donc, en fait, j'ai une meilleure relation avec eux depuis qu'ils savent que j'écris à côté. Et la documentaliste aussi au CDI de mon collège a mis mes romans en accès libre aux collégiens, parce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être lus par des collégiens, même si ça reste un public plutôt adulte. Et donc, ils empruntent les livres, ils viennent m'en parler. Et oui, souvent en cours, on en parle. Ils me demandent si le prochain sort bientôt, de leur montrer la couverture. C'est très sympa de discuter avec eux d'une passion, en fait. Et puis, ils parlent de la leur. Ça peut être le foot, ça peut être la danse. On se sent plus en connivence depuis ça qu'avant, je trouve. Mhm.
D'accord. Et Ouais. justement, il y a David qui rajoute, est-ce que cela a créé des vocations chez eux? Alors oui, parce que, enfin, des vocations, oui, parce que je les encourage, en fait. Certains me font relire leurs petits écrits. Alors là, cette année, j'ai des sixièmes, donc ils sont un peu plus petits, et ils me donnent à relire, et ils demandent mon avis, donc c'est intéressant. Et des vocations, je sais pas, mais le fait qu'on puisse parler, c'est vrai que je les encourage. Je leur dis, plus vous écrivez, mieux vous écrirez. C'est comme quand on peint ou comme quand on chante, plus on pratique, en fait, plus on pratique, meilleur on est. Et, euh, et oui, souvent, ils sont encouragés, voilà, à continuer à faire ce qui leur plaît, hein, une fois que ce soit l'écriture ou autre chose, hein. Mais des Hmm. vocations, je sais pas encore, parce que comme j'ai plus des sixièmes, cinquièmes, je vous le dirai dans notre prochain rendez-vous dans 10 ans. Prochain rendez-vous dans 10 ans. Mais écoute, le rendez-vous est pris, hein, il n'y a pas de souci. Et Non, non, justement, avant, j'espère. et question intéressante de Christine, justement, est-ce que tu as initié avec eux des ateliers d'écriture? Ah oui, 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 oui. C'est vrai que c'est dans notre projet. En fait, depuis quelques années, on a des projets de classe et les élèves s'inscrivent selon le projet. Par exemple, en sixième C, c'est théâtre. Il y a projet art, etc. Et moi, avec mes deux sixièmes, donc c'est un courrier qu'on envoie en début d'année aux parents. Et si les élèves sont intéressés, ils viennent dans cette classe-là. Donc moi, c'est un atelier d'écriture longue, c'est-à-dire que par exemple, on étudie les contes ou la nouvelle et on va faire une écriture longue en fait autour de ce thème-là. Et c'est très intéressant. Par exemple, on va écrire un petit texte et puis on va étudier, je sais pas moi, les extensions du nom, les adjectifs, tout ça. Et on va, alors souvent, ils travaillent sur ordinateur parce que c'est plus facile plutôt que de tout réécrire. Et on va rajouter des adjectifs. On va voir l'effet que ça donne. On va rajouter, changer le temps. On va passer du présent au passé ou inversement. Et en fait, ils voient l'intérêt de manipuler la langue. De la même manière que le collègue de maths va faire construire un banc pour l'école pour faire apprendre les proportions et les mesures. C'est tout de Ouais, suite, c'est plus concret que voilà que faire des cours sans vraiment appliquer. Et donc trop c'est on fait théorique, des quoi. ateliers d'écriture langue, ouais. Oui, c'est comme tout D'accord. après, c'est sûr, hein. Moi, je rejoins Thalie, en tout cas. Oui, Tali qui nous dit, Thalie, et Tali Bannière qui nous dit, élève, j'aurais adoré avoir une enseignante qui écrit et qui en parle avec nous. Bravo. Voilà. ah Merci c'est Tali. gentil, merci beaucoup Thalie, trop gentil ça. Non, mais c'est Ah, il n'y a que important, des mais gens de la même gentils manière ici, que hein. mais c'est vrai que là, c'est l'écriture et ça colle bien avec l'enseignement du français. Mais je crois que tous les enseignants qui sont passionnés de quelque chose doivent partager plus. En fait, on enseigne avec ce qu'on est plus qu'avec ce qu'on sait. Et en fait, quand ils nous connaissent un peu plus personnellement, il y a une relation plus intime qui se crée et c'est plus facile après avec eux de travailler, quoi. Hmm. On, C'est vrai, il y on a a, des cas. ah non, non, j'allais dire, on a parlé de tes élèves, mais aussi tes collègues enseignants. Est-ce qu'ils savent que tu écrives? J'imagine que oui. Et comment, Oui, comment oui, ils oui. réagissent toi aussi? Et Ah David qui rajoute, est-ce que ouais. les professeurs rejoignent aussi ce processus que tu as mis en place? Les projets, Oui. le processus, les projets. Ah oui, 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 parce que, par exemple, en art plastique, quand on aura fait notre écriture longue, en art plastique, par exemple, ils vont créer la couverture du petit recueil. En fait, on est en lien avec d'autres matières, ou bien en informatique, enfin en technologie, sixième, cinquième, ils ont de la technologie. Ils vont apprendre à justifier le texte, à mettre en italique. Il y a tout, en fait, il y a tout le travail autour du texte qui peut être fait dans plein d'autres matières. En fait, c'est très et puis c'est très en vogue l'interdisciplinarité avec Bah, en ce moment l'enseignement, c'est ça. On essaie de faire tomber un peu les barrières entre les matières. Voilà. Mais c'était pas ça la question de départ, si je sais plus. si, bah, Parce que c'était oui, mes les autres collègues, préfets. Voilà. oui, après mes collègues, ont une super équipe, on s'entend bien et quand mon dernier livre sort, il faut que je le leur apporte avec un petit mot, ils lisent, c'est très sympa, oui, oui. On a une bonne ambiance. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour tes réponses, hein, c'est très intéressant. On rappelle, hein, pour les personnes qui nous rejoignent, et je vois qu'elles arrivent au fur et à mesure, que tu es avec nous pour nous parler donc de ce livre, Promets-moi Émile aux éditions La Trace. On va avoir l'occasion d'ici Ouais. quelques instants d'avoir la chronique de Sonia, l'extrait de Marie. Mais il y a encore une question de Pascal Lécosse qui est avec nous. Bonsoir, et qui nous dit, bonsoir Ah, Bénédicte, avez-vous Pascal! suivi le procès?
Avez-vous suivi le procès de Gisèle Pellicot? Est-ce que son histoire pourrait être une source d'inspiration? Ah, bonsoir Pascal. Elle nous entend en fait, hein, c'est ça? Oui, oui, Oui. oui. Alors d'abord, bonsoir Pascal. Très touchée que vous soyez là. Félicitations en direct pour votre bel ouvrage, parce que Pascal fait paraître aux éditions La Trace. Là, la sortie est le 16 janvier. La presse a fait un magnifique texte sur la mort, sur l'absence, sur tout en finesse, magnifique. Il faut que vous lisiez. Avec Pascal, vous n'allez pas être déçus. Alors, pour répondre à votre question, Pascal, j'ai suivi, oui, le procès. Une inspiration, ça m'a pas. J'ai suivi activement quand même, mais ça m'a pas, ça n'a pas déclenché envie d'écrire sur le sujet. Pourtant, quand un sujet me plaît ou qu'il y a quelque chose, tout de suite après, les idées s'enchaînent et je forme assez vite une ébauche de quelque chose qui pourra être bien ou pas. Mais, mais, mais son histoire, il faut qu'elle soit racontée. Je pense que les gens écriront sur elle. Mais moi, je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'impressionne par son courage et par sa ténacité tout au long du procès, mais j'ai pas, non, j'ai pas envie d'écrire sur ce sujet-là pour l'instant. Vous, peut-être, écrivez dessus, vous écrivez si bien, Pascal. Bah écoutez, à suivre, hein, effectivement, on regardera et on rappelle, on a vu tout à l'heure passer, tu l'as dit, hein, qu'elle sera éditée aux éditions La Trace, qu'on peut retrouver Oui, oui, l'ensemble des oui. auteurs et l'ensemble des livres sur Ouais, www.editionlatrace.com. Et encore une fois, on remercie Jean-Philippe Lafont et Florence, hein, tu as dit, pour leur oui, dévouement Florence et aussi. toutes ces... Florence, hein, c'est Pour ça? tout leur beau Oui, travail. Ouais, voilà, Florence, pour leur Florence. travail. Johanna, si j'écorche pas votre nom, Rousset, qui dit merci Bénédicte pour ce partage avec tes lecteurs. Ah, merci, Johanna. Johanna, c'est ma petite belle-sœur, je l'adore, elle va me faire des petites larmes. Ah, bah écoutez, bah bonsoir à vous, merci à vous d'être là. Ouais, Tali qui nous pose la question, c'est, est-ce que vous avez toujours voulu devenir enseignante de français et avez-vous toujours voulu écrire un livre? alors, enseigner, ça a été assez naturel parce que quand j'étais en 5e année d'études de lettres, je faisais ça s'appelait le DEA à l'époque, mais c'est le Master 2. Moi, ça a changé, ça s'est appelé Master 2 derrière l'année de Master 2. Euh, J'avais ma grand-mère qui était enseignante, ma maman aussi qui était enseignante, et il fallait que je travaille en parallèle à mes études, comme beaucoup travaillent dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels ils vont travailler après. Et je me suis tournée donc vers le rectorat de mon ami pour faire un remplacement, le temps de faire mes études de lettres. Mais je n'avais pas forcément pensé à devenir enseignante pendant mes études de lettres. Alors, il n'y a pas énormément de débouchés avec des études de lettres. Donc, en devenant en fait contractuelle, remplaçante, j'ai enseigné assez vite. J'avais 24 ans quand j'ai commencé, ça fait 20 ans là. Et, euh, et en fait, tout de suite, ça m'a plu. Tout de suite, j'ai senti que c'était un métier qui était fait pour moi. Enfin, j'espère, parce que j'ai beaucoup de plaisir à enseigner. Et donc, après, j'ai passé mon concours assez tard parce que en travaillant comme enseignante, justement, c'était pas facile de préparer. Donc, je l'ai passé qu'en 2010. Et pour être titulaire, après, donc, c'est quand même plus confortable. Mais j'ai pas voulu devenir enseignante. Je suis devenue au départ parce que c'était alimentaire, quoi. Il fallait que je travaille. Et j'ai plus jamais quitté l'enseignement après. Mais aujourd'hui, si je pouvais qu'écrire, je pense que je lâcherais l'enseignement pour me consacrer qu'à l'écriture parce que c'est énormément de temps pour écrire un livre, pour en écrire plusieurs. Et enseigner, en fait, et avoir des enfants, bah, ça prend beaucoup de temps. Donc, si je Oui. pouvais, un jour, ouais, je me consacrerais qu'à l'écriture. Ça, c'est ce que j'aime faire vraiment. C'est ma en fait, c'est ce que j'aime faire par-dessus tout. C'est ce que je voudrais faire toute la journée, quoi. Eh ben, on imagine bien en Voilà. tout cas. Ah Et oui. ouais. Ben, en tout cas, il y a le commentaire qui dit élève, j'adorais le français comme aujourd'hui, je me serais éclaté avec une prof comme vous, nous dit Laurent. Ah, c'est sympa, mais on s'est bien entendu, hein. Oh, on s'est raté. Sonia, est-ce que tu veux C'est dire gentil, quelque en tout cas. chose? Merci à Non, toi, on Bénédicte. l'écouterait Bénédicte parler pendant des heures, hein. Moi, Eh ben, franchement, écoute, c'est Ah, clair, mais c'est j'aurais adoré gentil. l'avoir en prof de français. Moi, j'ai toujours adoré mes profs de français, mais là, je pense que voilà. Ah, c'est gentil.
Non, mais il faut être un peu détendu et plaisanter en classe. C'est comme ça qu'on apprend. Si c'est trop sérieux. Ah bah Exactement. oui, 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 moi, de toute façon, Voilà. ouais, c'est Non, comme mais c'est ici, vrai, hein, on ici, n'apprend pas avec des gens qu'on aime. Voilà, non, mais c'est vrai. On est d'accord. ici, on est pro Mais sans se merci. prendre au sérieux, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Hein, Ouais, Sonia? c'est bien. Ouais. Bah, jusqu'à cette année, moi, mon fils qui est en troisième, il avait horreur du français. Et cette année, il a sa prof de latin qu'il adore depuis la sixième, et ça se passe Eh nickel en oui. français. Voilà. Et oui, mais on n'apprend pas avec des gens qu'on n'aime pas. C'est comme nous, dans une Ah, entreprise, si la tête de notre collègue ne nous revient pas, on ne fait pas du travail, hein. c'est ça. Il faut d'abord créer un climat de confiance et un climat un peu simple même. Alors là, pour la première fois, parce que je pensais avoir tout vu en 20 ans d'enseignement, je me disais, bon, il y a des établissements où j'ai été, il y avait les élèves qui écrasaient leurs joints avant d'entrer en classe, des endroits où on ne pouvait pas traverser la cour, des trucs. Et là, je me suis dit, j'ai tout vu. Et cette année, il y en a une petite sixième qui me dit, Madame, je peux vous faire un câlin? J'ai dit oui. Ils ont Ah bah, c'est changé, en mignon. fait, les élèves. Et en fait, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, pourquoi pas, quoi? C'est les élèves Covid aussi, les sixièmes qui ont vécu le Covid, les sixièmes de cette année. Ils ont été chamboulés un peu. Ils ont besoin, en fait, même Ouais. physiquement, de se sentir en confiance, quoi. C'est fou, hein? Donc, non, mais c'est bien. Bah, c'est important et merci à vous les professeurs du travail que vous faites, hein. Beaucoup de personnes en tout cas qui arrivent, je suis content que ces personnes soient Ah, là c'est ce soir. bien. Donc Bertrand Breno qui nous dit bonsoir Bénédicte, félicitations pour ton nouveau-né, effectivement, puisque tu es avec nous Ah, ce soir Bertrand. pour nous parler, voilà, de Ah, ce livre. Promets-moi Bertrand, c'est Émile. très sympa. Ah, je suis très touchée qu'il nous rejoigne, Bertrand. Bertrand, il a écrit 2 livres aux éditions La Trace, Le Jour de l'Ombre, et l'autre, je ne sais plus le nom. Mais alors, c'est des thrillers, plus Bertrand Breno aussi, extraordinaire. Et puis là, il a changé de maison parce qu'il est un peu loin, mais ravi de le savoir avec nous. Très sympa. Eh ben, bonsoir à vous en tout cas et merci à vous d'être là. Il y a pas mal de questions qui arrivent sur l'ensemble de ton univers Ah oui? livresse, mais est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton univers? Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelques couvertures passées. Donc, il y a eu d'abord Romilda, Oui. si c'est ça, hein, qui a Oui, eu, on le voit, le prix Leclerc Obscur en 2019. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler? Ouais, c'était mon premier prix littéraire. C'était Dora Suarez qui a organisé ça. C'était à l'époque où les Leclerc, en fait, décernaient un prix. Ça n'existe plus, ça, c'est dommage. Mais alors, Romilda, en quelques mots, c'est l'histoire d'une enquête policière. Donc, il y a un meurtre qui s'est passé en 1912 et l'enquête est réouverte aujourd'hui parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et je me suis inspirée, en fait, des vraies inondations qui ont eu lieu dans le Vaucluse en 2000 et 2002. Ça a vraiment été terrible pour le village où j'habitais, à Piolinc. Et en fait, j'ai habité dans une grande maison de famille qui était justement dans la famille depuis très longtemps. Et pendant les inondations, j'ai découvert des lettres de mon arrière-arrière-grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale. Et j'ai tout fait sécher, tout déchiffré. Et je suis servie dans le roman. Je les ai pimentés un peu d'amour et de vengeance, parce qu'ils étaient un peu prudes à l'époque. Et je me suis servie de ces lettres, c'est vrai, et pour éclaircir mon enquête. C'est-à-dire que en fait, Romilda, le personnage féminin, retrouve vraiment des lettres dans les inondations. Et en fait, ces lettres viennent éclairer l'enquête, puisqu'il y a des détails dedans qui datent de la Première Guerre mondiale, donc qui datent de l'année, enfin, du moins à 2 ans près, du meurtre. Et donc, c'est 2 histoires parallèles qui se rejoignent, parce que, en fait, par rapport à ce qu'elle découvre, elle se demande si elle doit dire ce qu'elle sait au commissaire, etc. Et Romilda, en fait, c'est un prénom que j'ai trouvé dans un roman de Pirandello qui s'appelle Feu Mathia Pascal. C'était un personnage très secondaire, un personnage féminin. Et j'ai adoré le prénom. Je le connaissais pas, en fait, Romilda. Et ça m'a donné l'idée d'appeler ce roman comme ça. Donc, c'est une enquête policière qui se déroule de nos jours avec un retour un petit peu en arrière. Voilà. Eh ben, eh ben, écoute, en tout cas, félicitations pour ce prix, hein, et encore une fois, un livre Merci. à découvrir aux éditions La Trace. C'était le premier aux éditions La Trace, celui-là, ouais. Très bien. Ah bah oui, bah voilà, bah félicitations encore plus alors. Ensuite, il y a eu Merci. un deuxième qu'on a vu circuler récemment, qui était Celles qui se taisent, aux éditions La Trace Oui. également. Alors, par contre, un peu rapidement, oui ou pas? Oui, Non. si tu veux en parler, hein, si. Enfin, tu me dis, hein, je veux pas Ah oui, mais monopoliser le. non, non, mais on est venu t'écouter ce soir. Vas-y, présente ton univers avec D'accord. grand plaisir. Alors, Celles qui se taisent, c'est celui
j'ai pas encore beaucoup de recul sur Promets-moi Émile, mais c'est celui qui a eu le plus de succès. Je m'en étais pas rendu compte au départ, mais c'est parce qu'il traite d'un secret de famille. Et c'est vrai que les secrets de famille, en fait, ça parle à tout le monde. On a tous notre lot. Je suis sûre que vous aussi, là, qui nous regardez, vous êtes lotis. Donc, secret de famille, voilà, ce serait peut-être long de pitcher toute l'histoire, mais c'est trois familles qui sont réunies par un secret, un très lourd secret. Et elles se disent, bah, c'est fini, c'est enterré, si on n'en parle pas, tout ira bien. Et en fait, ce qui m'intéressait de traiter ce roman avec du suspense, c'est que le secret transpire sur les générations suivantes, comme c'est le cas en vrai. Et donc, on a la génération d'après qui grandit avec ce secret, qui voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un personnage fait une découverte un peu macabre et décide de mener son enquête. Et là, elle va se dire, en fait, j'étais censée être la première concernée, mais je ne sais pas tout. Et elle va mener son enquête sur ce secret de famille. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi en tout cas, hein. Donc, on voit les gens qui sont là, hein. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Donc, on rappelle que tu es avec Bonsoir. nous ce soir pour nous présenter ce livre, hein, qu'on aura l'occasion d'avoir dans quelques instants, la Mais chronique de oui, Sonia. parlons-en. Promets-moi, Émile, on va en parler, mais bon, tu as un univers aussi très large et un univers à découvrir. Voilà. D'ailleurs, il y avait un petit dernier avant Promets-moi, Émile, hein, c'est celui-ci. Le visuel, il est là, hein, le portrait, alors que Oui, j'écorche pas le nom, d'Humphrey Bach, aussi aux ouais, éditions La Freibac, Trace. oui, il y en avait même un avant celui-ci. Et qui s'appelle, Ah, tu as dû voir passer peut-être, qui s'appelle À toutes celles que tu es, avec la Statue de la Liberté là, sur New York. Mais il a un titre qui est proche sur une histoire vraie qui s'est passée à New York aussi en 1905. Mais le portrait d'un Frédéric, alors là, c'est autour de la peinture. Et je me suis inspirée des vrais peintres Soutine et Bonnard, en fait, qui étaient complètement obsédés par l'inachevé. En fait, ils se disaient, mais à quel moment mon tableau est terminé? Et ils étaient capables, en fait, de devenir complètement dingues parce qu'ils n'arrivaient pas à se dire, ça y est, mon tableau est terminé. Et c'est très intéressant parce que ça touche pas forcément que le problème de la peinture, ça peut être dans l'écriture aussi. À quel moment notre livre est terminé? On ne sait pas, on peut toujours corriger, améliorer, c'est sans fin. Et, euh, et donc, je me souviens que mon éditeur, je lui avais demandé à quel moment on sait qu'un livre est terminé. Et il a cité Saint-Exupéry, qui disait on sait qu'un livre est terminé, non pas quand on n'a plus rien à ajouter, mais qu'on n'a plus rien à retirer. Donc, une fois qu'on a épuré, on peut considérer que. Alors que moi, avant, je me disais bon, bah, qu'est-ce que je peux ajouter et en fait, à la fin, on fait des longueurs, ça ne va pas du tout, ça enlève la fluidité. Donc, c'est très important, cette citation de Saint-Exupéry pour moi. Pour revenir au livre, Le portrait d'un Freiback, il y a un mystère autour d'une toile qui s'appelle Le portrait d'un Freiback, d'où le titre. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui prête les audioguides au Palais des Papes à Avignon. J'ai situé mon histoire chez moi. Et en fait, elle a toujours rêvé de travailler dans l'art. Bon, bah, les audioguides, c'est pas les classes dans l'art, mais c'est pas grave. Et un jour, elle apprend que en fait, Le Saint, un peintre très connu, va avoir ses œuvres exposées tout près de chez elle, au petit musée Calvé, là à côté. Et donc, elle va à l'exposition, elle tombe en amour devant cette toile qui s'appelle Le portrait d'un Freiback. Et le collectionneur, âgé et malade, décide de lui offrir, sauf qu'elle vaut 1 million d'euros, que son mari veut la vendre, ses parents lui mettent la pression aussi parce qu'il faut refaire la toiture, des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de problèmes autour de cette toile qu'elle a eu en don, quoi. Donc, il y a tout un mystère autour de la toile parce qu'elle disparaît. Et au fil de l'histoire, on se rend compte qui l'a peinte, parce que le peintre est anonyme au départ, et pourquoi elle est si happée en fait par le portrait. Voilà, donc pareil, j'aime bien quand il y a du suspense. Et voilà, je dis pas plus. J'arrête eh ben, là. écoute, en tout cas, merci à toi pour toute cette présentation de livre, hein. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure un Merci. commentaire qui est passé. Ça revenait sur Celle qui se taise. C'était celui de Bertrand qui dit: Celle qui se taise est excellent. J'ai souffert aux côtés de tes personnages. Ah, Tu as une véritable capacité pour faire passer la noirceur sans tomber dans l'excès, nous dit Bertrand très Breno. touchée par les mots de Bertrand. Ouais. Ah oui, je me souviens, il m'avait fait un retour sur ce livre qui m'avait beaucoup touchée parce que c'est vrai que lui, il écrit bien, c'est incisif, c'est belle technique d'écriture. Quand on a des compliments de sa part, on est content. Eh ben, écoute, en tout cas, Merci Bertrand. merci à vous, merci Bertrand.
Pas mal de questions, mais on le rappelle, tu es avec nous pour parler de ce livre et je sais que tu en es impatience de nous en parler. Promets-moi, Émile, toujours aux éditions La Trace. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant de voir la petite bande-annonce qui a été faite justement sur ce livre et d'entendre la chronique de Sonia? Oui, alors rapidement, parce que étrangement, c'est celui enfin, c'est celui que j'ai le plus de mal à parler. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il m'a pris aux tripes celui-là, peut-être plus que les autres. Parce que c'est C'est le petit dernier. l'histoire de peut-être aussi, oui, oui, et puis il va y avoir une suite. Alors, c'est l'histoire de Clémence Panat-Rimbaud et Socrate, en fait, qui est promise suite à un problème financier entre son père et Alfred van der de Sade, l'industriel. Clémence est promise en mariage, en fait, à Émile, qui est idiot, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on disait à l'époque, débile, idiot, enfin, c'est pas possible, en fait. Alors, elle était abîmée par la morsure d'un chien quand elle était petite, donc elle a un côté de visite très abîmé. Et comme ça, on se dit, bon, ben, on l'aura marié. Et ce Émile, simple d'esprit, qui est fortuné, voilà, c'est tout le monde. Sauf que elle veut pas. Elle veut partir faire l'école d'infirmière avec sa cousine Pauline, dont elle est proche, et qu'elle n'a pas trop le droit de voir parce que Pauline, c'est pas le même milieu social. Et pour échapper en fait à ce mariage, Clémence va utiliser Émile. Elle va se servir de lui. Elle va lui demander de faire une chose terrible. Et alors, je ne sais pas si on peut dire si Émile va réaliser en fait ce qu'elle lui demande, mais en tout cas, cette décision qu'elle prend de l'utiliser va avoir des conséquences terribles. Et donc la voilà partie dans un destin en fait destin qui a eu destinée autour de laquelle elle n'avait pas imaginé vivre. Et je ne sais pas trop si on peut dire un peu plus, mais en tout cas, j'entends Sonia, non? Sonia en parlera peut-être mieux que moi. Oui, au secours, écoute, C'est Sonia. pas évident hein, parce que si on dévoile quelque chose, après on a forcément la suite. Donc Oui, c'est ça, pas il ne faut évident. pas trop en dire non plus. Il faut pas trop Voilà. en dire non plus, mais en gros, c'est quand même des personnages, donc Clémence, Émile, Pauline, qui sont jetés dans la Première Guerre mondiale et qui sont partis ouvrir des hôpitaux auxiliaires sur le front, flanqués donc de ce Émile, là, par un concours de circonstances. Et c'est leur quotidien vraiment auprès des soldats. Et Émile, en fait, par son comportement, par sa sensibilité, un peu par son attitude, va transformer un petit peu le quotidien des gens qui l'entourent. On peut dire ça. Encore au on secours, peut dire Sonia. ça. Je me meurs. Non. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui nous rejoignent. Christine Goguet qui est avec nous. Bonsoir Christine, qui nous dit merci beaucoup, Ah, formidable toi. d'intelligence. Donc merci à vous d'être Oh, là. merci beaucoup. Marie qui est là, qui nous dit coucou à vous. Je ne peux pas être avec vous ce soir, je suis désolé. Ne t'inquiète pas Marie, on est avec toi, il n'y a aucun problème. Pas mal de questions, Bonsoir mais écoute, moi ce que Marie. je te propose, c'est d'écouter donc la chronique de Sonia, enfin de regarder la petite bande-annonce, et ensuite on écoutera la D'accord. chronique de Sonia. Allez, jingle. D'accord, merci. Alors, donc on a dit qu'il y avait une bande-annonce sur ce livre, donc on peut regarder la bande-annonce qui a été réalisée par les éditions La Trace, il me semble, Oui, par les Bénédicte. éditions La Trace, ils ont fait une sorte de visuel très sympa. Enfin, je crois. Allez, bah écoutez, on regarde ça et après, Sonia, je te fais confiance pour regarder ça attentivement et on t'écoute après.
Et voilà, donc Promets-moi, Émile, aux éditions La Trace. Donc on l'a vu, hein, se publier le 5 juin 2024. Donc voilà, un roman Ouais. profondément émouvant qui nous plonge justement dans les secrets de famille, au cœur de l'histoire. Et vraiment, merci à toi. Merci pour cette belle présentation. Merci. Mais de rien, avec grand plaisir. Bah écoute, Sonia, tu as la parole, profites-en. Voilà. Qui sont Clémence, Pauline, Gabriel, Gustave, Émile et tous les autres? Ce ne sont que des anonymes parmi tant d'autres qui ont été témoins et acteurs d'une guerre qui a détruit des familles et des villages entiers. Comment peut-on passer d'une vie simple, presque tranquille, à une vie mêlée de peur, d'espoir, d'amour et de haine? Pour Clémence, la vie dorée n'est pas qu'une façade. Oublier le bonheur d'une vie toute tracée, quand celle-ci prend un virage à 180 degrés, le jour où elle croise un chien qui lui fait perdre une partie de sa beauté et le respect et l'amour de sa famille. Ici, l'argent non plus n'achète pas le bonheur. Heureusement qu'elle peut compter sur sa cousine Pauline, qui lui est chère. Mais le jour où Clémence doit par force épouser Émile, qui peut l'aider? Ce n'est pas celui auquel on s'attend, loin de là. Émile va s'avérer être un atout puissant pour cette jeune femme qui n'a plus rien à perdre, ou presque. Une histoire d'amour, comme il n'en existe pas, va naître et surtout se renforcer quand la guerre va éclater. Comment tous ces acteurs lambda vont évoluer au fil du temps, au fil des pages, remplis de poésie, d'amour, mais également de colère et de tristesse. Avec ce roman, Bénédicte nous plonge dans un écrin de bienveillance, d'espoir, d'amour, mais nous montre également le côté sombre de l'homme, où pris de folie peut détruire des vies en un claquement de doigts. Soumission, détresse, vengeance, amitié, entraide, tout ici est réuni pour en faire un livre poignant, émouvant, qui montre que bien des femmes sont aussi capables de tout faire pour réussir à s'en sortir. Le seul bémol à cette lecture, car il en faut bien une, c'est que l'on referme ce roman avec l'envie de retrouver tous ces personnages qui nous font vibrer. Comment peut-on se détacher d'eux comme ça, juste en regardant le point final? Oh, oh, merci, c'est magnifique cette chronique. Je veux Merci. l'enregistrer pour l'écouter quand je suis désespérée que j'arrive pas. Merci beaucoup, Qu'est-ce que Sonia. j'ai pleuré, et j'avais pas envie de les quitter, ces personnages. Ils sont tous tellement attachants. Voilà. Ah, tant mieux. Mais alors, tant mieux, parce qu'alors, donc, la suite paraît le 13 mars, là. Ça y est, c'est bien. Ça va C'est bientôt. s'appeler Le Tout Paris et lui. Ça va s'appeler Le Tout Paris et lui. Et en fait, ça va être une saga, parce qu'il y a un troisième tome aussi. Mais dans le tome 2, Émile va vraiment déployer son génie, en fait, parce que c'est. Alors, je me suis quand même un peu inspirée aussi parce que j'ai travaillé 15 ans au SECPA. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme. C'est des sections d'enseignement général et professionnel adapté avec des élèves particuliers, en fait, hein, mais particuliers dans le bon sens aussi. C'est vraiment des élèves très, très sensibles. Et avec eux, j'ai tellement appris. J'ai passé des années bouleversantes. Et pour créer le personnage d'Émile, comme j'ai eu des élèves pendant des années porteurs de handicap ou très spéciaux, hein, il y a des choses je ne savais pas que ça existait, je me suis inspirée quand même de lui, enfin de lui, je dis lui, je pense à un en particulier, mais c'est des gens qui ne sont pas conformes à la société et quelque part, est-ce que c'est pas la société qui va pas bien et eux sont tout à fait normaux, quoi. Enfin, c'est un grand débat, mais c'est vrai qu'avec les premiers retours que j'ai eus sur Eddie, j'étais étonnée parce que, en fait, dans le premier tome, il parle pas, presque pas, jamais, et c'est celui dont on se souvient, quoi, quand C'est même. ça. Tout à Ah fait. ouais. Il est attachant sans qu'on le connaisse, en fait. Enfin, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'il est attachant sans. Ah, je ne sais C'est pas ça, comment comme quoi la l'expliquer, en fait. parole, ouais, Ouais. comme quoi la parole, les mots, ça fait pas tout, en fait, c'est pas le plus Non. important, quelque part, peut-être. Mais rien qu'on Mais on a l'impression de l'entendre rien quand il dit mama. ah C'est ça, oui, en c'est fait. On a vrai. l'impression rien que de l'entendre rien quand il dit ça, en fait. Bon, c'est bon, il est ancré, donc je peux faire la suite. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai de super retours j'ai de super retours sur celui-ci pour l'instant. Je suis contente parce que c'était compliqué ce livre parce que je voulais qu'il y ait Bicêtre, qu'il y ait ce thème, en fait de la débilité comme on disait à l'époque. C'était des gens Ouais. qui étaient enfermés, c'était pire que la prison, hein, Bicêtre.
Et donc, comment les traiter. Et je voulais qu'il y ait aussi la guerre, parce que j'étais fascinée aussi par Marie Curie, que je voulais faire intervenir dans mon roman. Donc, Marie Curie, en fait, elle était prix Nobel, et au lieu de rester bien au chaud avec son Nobel, en fait, elle a, elle a, elle a embarqué des appareils radiologiques et puis elle allait sur le front, elle revenait couverte de boue et de sang pour aller radiographier les blessés. Elle a évité des centaines d'états des milliers d'amputations, quoi. Donc j'avais Marie Curie, j'avais le thème de Bicêtre qui m'avait beaucoup touchée, et le thème de la guerre. Pendant des mois, je me suis dit comment je vais arriver à rassembler les trois et à en faire une histoire. Et aujourd'hui, je vois vos retours ou ta chronique, Sonia, c'est une vraie reconnaissance, quoi. Il y a même Vraiment. le côté humain, en fait, des deux côtés, en fait, les Allemands, les soldats français, on voit que Oui, par c'est vrai, moment où ça. les médecins, même les médecins allemands, on travaille avec eux. Ça, c'est vrai qu'il y a le côté humain, en fait, Oui. qui ressort aussi dans le livre. Mais quand je dis c'est vrai, ça, c'est au sens où tout ce qui est historique dans le livre est vrai. En fait, tout ce qui traite de l'histoire. Donc, quand elle travaille sous autorité allemande à Senones, les cousines, Clémence et Pauline, c'est vrai que ça, en fait, Senones était envahi. Donc, quand on travaillait pour la Croix-Rouge, on travaillait pour n'importe qui, que ce soit allemand ou français, on soignait les blessés qui nous arrivaient sans distinction. C'est des choses que j'ai jamais appris à l'école aussi. On n'apprend pas ce revers-là de l'histoire. Moi, en plus, les Allemands avaient envahi notre maison, donc j'ai toujours entendu ma grand-mère parler des Allemands d'une façon terrible. Et j'ai découvert, en fait, en me documentant, parce que ça demande beaucoup de recherche, j'ai découvert des gens qui ont travaillé main dans la main avec les Français pour soigner tout le monde, qui étaient dans la même galère, et j'avais envie de raconter un peu ce côté-là de l'histoire, quoi. Et c'est vrai, ça, tout est vrai dans. C'est très Donc réussi. voilà, j'aime bien qu'on apprend des choses. C'est gentil. C'est Et ben, en tout gentil. cas, c'est à Mais découvrir, hein, on l'a dit. Donc, premier mois, Émile, il est là. On va le mettre de ce côté-ci, on le verra mieux. Premier mois, Émile, aux éditions La Trace. Et si vous n'avez pas bien vu, on le revoit ici en plus grand et en meilleure qualité, bien sûr. En tout cas, il y a beaucoup de très merci. bons commentaires, hein. Donc, merci Sonia pour ta chronique. Ah, Merci. merci. Voilà, on rappelle qu'on peut te retrouver l'ensemble de tes chroniques, Sonia, sur tes réseaux, hein, sur Facebook et Instagram. Voilà, si tu veux en dire deux, trois mots, n'hésite pas, hein. Voilà, sur Insta, sur TikTok, parce que là, sur TikTok, j'aime bien préciser, parce que j'ai pas mon lien forcément, que en fait, quand je publie ma chronique, j'essaye de mettre une musique qui correspond en même temps au livre. Donc, Ah oui, je vois qu'on d'accord. avait reçu Gilles Paris, tout ça, pour les 7 Vitas. Donc, c'est des styles musique années 30, 50, les choses comme ça. Donc, j'aime bien Oui, trouver la musique qui correspond au style du livre. Et du coup, je sais que ça fait un petit plus. Donc, voilà. Et oui, autrement, c'est voilà. important la musique. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à toi en tout cas. Bon, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Il y a Anne Roger, par exemple, qui nous dit bonsoir à tous et bonne année. Un bon professeur peut marquer un élève toute sa vie. J'ai testé. Voilà, merci à vous, Anne, d'être avec nous Ah, ce soir. Euh, merci Anne, merci beaucoup. Pascal, qui pose une question intéressante. Quel est votre personnage préféré dans votre magnifique roman Souviens-toi, Émile, et quel est celui qui vous a donné le plus de mal? Alors, c'est intéressant cette question parce que ça va me permettre de parler d'un petit côté du processus d'écriture. Alors, c'est vrai que Pascal m'avait fait un retour sur le premier mois, m'avait dit qu'elle avait aimé au-delà de ses espérances. Ces mots sont gravés dans mon cœur. Merci encore, Pascal. Alors, mon personnage préféré dans Souviens-toi, Émile, pendant longtemps, ça a été Pauline, en fait. Parce que Pauline, elle est libre. C'est un petit peu la personne qu'on a envie d'être, qui est elle-même dans un monde quand même 1912-1914. Les femmes étaient quand même assez malmenées. Et j'ai aimé faire vivre Pauline, en fait, beaucoup. Et bien sûr, au fil de l'écriture, il a pris toute la place. Alors, voilà pourquoi cette question est intéressante. C'est parce qu'en fait, avant de vraiment me lancer dans l'écriture de Premier mois Émile, j'avais discuté avec des amis auteurs qui m'avaient dit, pour que tu sois plus efficace, si tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu fasses un synopsis. Comme ça, en fait, après, quand tu t'y mets, tu sais ce que tu as à écrire, chapitre par chapitre, c'est plus facile. Et moi, j'écrivais pas comme ça parce que bon, j'écris différemment. Et j'ai essayé de faire un synopsis. Donc, pour moi, j'avais une histoire sympa, j'avais mon début, ma fin, etc. et le milieu.
Et au fur et à mesure en fait, de l'écriture, en fait, dans mon synopsis, Émile était très secondaire comme personnage, il était presque inexistant. Et au fur et à mesure de l'écriture, il a toute la place. J'ai dû jeter tout ce que j'avais préparé comme synopsis. J'ai mis plusieurs mois à le faire, en fait, ce synopsis. J'ai dû tout abandonner parce que c'était lui, au fur et à mesure de l'écriture, qui guidait, Parfois, je me réveillais, je me disais, mince, là, je l'ai mis dans une mauvaise posture. Je peux pas le laisser comme ça. Vraiment, j'avais l'impression de le connaître et en même temps, j'avais l'impression que c'était lui qui vivait à sa façon, qui menait l'histoire. C'est la première fois que ça arrivait. Donc, mon personnage préféré, c'était Pauline au départ. Mais celui qui m'a donné le plus de mal, c'est peut-être lui, parce qu'il ne parle pas vraiment. Donc, il fallait que ce soit des choses simples dans ses attitudes, qui montrent comment il était. Mais sans parole, en fait. C'est un très bon exercice, mais il m'a donné du mal. Mais apparemment, c'est réussi. Eh Disons-le, ben, j'espère. elle confirme en tout cas, Merci, hein, elle a mis en Pascal. commentaire, je confirme. Donc merci Pascal pour cette Ah, question. merci beaucoup, Pascal. Merci. Question intéressante de Laurent sur la couverture dont on a vu ce livre, hein, Promets-moi Émile, qui nous demande la fleur bleue, est-ce un symbole? Alors, avec les éditions La Trace, on s'était questionné et ils ont eu une très bonne idée. C'est en fait, comme il y aura 3 tomes, ce sera 3 fois la même couverture avec simplement le titre et le coquelicot qui vont changer de couleur. Donc pour le tome 2, ce sera plus du violet et pour le tome 3, du orangé. Mais on aura la même couverture avec le même coquelicot. Et le bleu, c'est un peu le symbole marial. Enfin, quand on a des racines un peu chrétiennes, ou enfin voilà, où on regarde les tableaux, ou l'histoire de l'art, etc., le bleu, c'est très marial comme couleur. Et au départ, c'était juste visuel, parce que je trouvais que le premier tome en bleu était beau. Mais après, je trouve qu'au niveau symbolique, il y a la pureté, l'innocence du personnage d'Émile qui peut se comprendre à travers la couleur bleue, quand même. Et si je me trompe pas aussi, c'est également la couleur pour les journées de l'autisme aussi, non? Donc en fait, Oui, on peut oui, c'est vrai, oui. du coup Émile de ce côté-là en fait. Oui, oui, c'est vrai, normalement, on met les chaussettes bleues et tout. Moi, je fais, hein. Et oui, c'est vrai, parce qu'en plus, oui, dans le tome 1, on met pas vraiment de mots sur la différence, mais dans le tome 2, on se rend compte que c'est tous les symptômes de l'Asperger, en fait. C'est vraiment le génie qui va en plus se déployer par rapport au côté industriel, tout ça. Mais oui, tout à fait, c'est intéressant, Sonia, que tu dises ça, parce que j'avais pas fait le lien avec l'autisme exactement. C'est la couleur depuis quelques années maintenant, emblématique Voilà, de tout à l'autisme. fait. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, lui fait pas trop de compliments parce que je sais qu'elle adore ça et après, elle s'y habitue. Et moi, je rebondis sur Voilà. le personnage parce que j'ai marqué dans notre chat privé que moi, mon personnage féminin préféré, ça a été Gabrielle. Ah oui, elle est forte quand même, Gabrielle, c'est vrai, hein. Voilà, c'est ça. Ah Elle avait oui, le peut-être plus que caractère, Pauline. puis voilà. Ouais. Ouais. Oui, puis elle travaille avec Jaurès à l'Humanité. C'est quand même à contre-courant du nationalisme ambiant aussi. Comme elle est... Donc, oh, je fais un petit bisou à ma petite Jeanne qui va se coucher. Ah, bonsoir, bonne nuit. On t'a dit bonsoir, Jeanne. Bonne nuit. Excusez-moi. Mais pas de soucis. Il y a école demain. Voilà. Et Gabrielle, en fait, je parlais de Pauline parce qu'elle hérite de tout ça, de sa mère. Mais Gabrielle, et puis c'est grâce à elle que tout le monde, c'est elle qui embarque tout le monde, ouvrir les hôpitaux auxiliaires sur le front. C'est elle qui prend les choses en main avec les Allemands. C'est elle. C'est vrai que Gabrielle, j'ai adoré créer ce personnage. C'était un personnage marquant pour moi. Quand même. Ah oui, ça t'a plu, Gabrielle, Sonia. Ouais. Ça correspond à ton côté têtu, fonceur et tout. Je suis pas bretonne pour rien. Ah, c'est ça. Ah, je savais pas, mais ça m'étonne pas, breton tu qui vois. ressort. Je confirme. Mais c'est bien, les Bretons, ils ont du caractère dans le bon sens. Hein. Ah oui, surtout quand ils viennent du Finistère. Ah, Gabrielle, ouais. Tout de suite. Ah, en plus, ah oui. Non, Ouais, oui, parce que je suis breton aussi. Moi. Ouais, l'autre, c'est. Ah, c'est vrai voilà. Ah oui, là, c'est la team breton ce soir. Hein. Bah, ah moi, je suis du Finistère à Brest et Sonia, justement, elle est vilaine du côté de Rennes. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est magnifique là-bas. Team BZH.
Ouais. Euh, Il y a justement une question intéressante de Christine qui demande par rapport à ton univers, justement, et on l'a vu qu'il était quand même assez varié. Est-ce que tu fais des recherches pour tes livres? Oui, oui, oui. Pour, alors, par exemple, pour À toutes celles que tu es, c'était mon troisième roman aux éditions La Trace. Euh, j'ai fait des recherches en plus en anglais. Heureusement que j'avais gardé l'anglais jusqu'à Bac+5 parce que sinon je ne pouvais pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien en français sur cette catastrophe. En fait, j'avais fait des recherches sur la catastrophe la plus meurtrière avant le 11 septembre à New York. C'est arrivé en 1905. C'était autour d'un bateau qui s'appelait le Général Slocum, qui était embarqué. En fait, c'était une communauté protestante qui était décimée d'ailleurs. Le quartier de Little Germany à l'époque à New York a été tellement décimé par cette catastrophe que c'est devenu un quartier juif, je crois maintenant. Et donc, je raconte cette catastrophe, puisqu'en fait, elle va servir pareil, mon enquête, mon histoire. Et donc, bonne nuit, mon petit chat. Pardon, je disais bonne nuit à une numéro 2. Pas de souci. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur catastrophe pour pouvoir. Alors, j'ai dû mettre autant de temps à faire mes recherches qu'à écrire le livre. Mais voilà. Et celui qui m'a demandé le plus de recherches, c'est Promets-moi Émile. Parce que j'en avais fait pas mal aussi sur le portrait d'un Bac parce que c'était autour de la peinture. Et c'est très complexe comme milieu, en fait. C'était surtout autour de Rembrandt. Là, et même si j'avais fait de l'histoire de l'art à la fac, j'étais pas spécialiste de Soutine, Bonnard, tout ça, dont je parle. Mais celui qui m'a demandé le plus de recherches, c'est Promets-moi Émile, parce que j'ai tout lu de Marie Curie pour en parler, pas beaucoup, mais pour en parler un peu, on a besoin de tout connaître. Et surtout, autour de la guerre, en fait, j'ai passé des mois et des mois à la médiathèque à Orange, que je remercie d'ailleurs dans mon livre à la fin, parce que à la médiathèque d'Orange, de demander, par exemple, à trouver des choses sur les petites Curies, parce que c'est 1 ou 2 pages à chaque fois dans les livres de Marie Curie. Et donc, il y a une super équipe à la médiathèque d'Orange qui m'a aidé à trouver des livres intéressants. Et voilà, aussi sur le travail dans les hôpitaux auxiliaires, euh, la Croix-Rouge, la Salpêtrière qui a ouvert son école d'infirmière en 1907 avec la première école, puisqu'avant c'était des religieuses qui soignaient. Et là, c'était des laïcs pour la première fois. Et tout ça, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Mais très On imagine intéressant. bien, en tout cas. Bon, en tout Mais cas, c'est oui, il faut passionnant de passer du t'écouter. temps. Donc, on voit effectivement que tu as fait des Ah, recherches. Donc, merci. merci, merci Excuse-moi Christine, en si tout je cas, parle pour ta trop, hein. question. Mais pas du Moi, tout. parce que Au même contraire, ce mes que je te élèves, propose. je- mes élèves, la dernière fois, je leur donnais un exercice et je leur parlais en même temps et ils me disent non, mais vous faites que nous parler, en fait, on travaille. Donc, je dis ah, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, j'arrête. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ce que je te propose, Bénédicte, vu que tu en parles tellement bien, aussi, c'est d'écouter l'extrait de Marie, puisqu'après, je vois qu'il y a des questions et qui, Ah, je pense, l'extrait de Marie pourra y répondre. Donc, c'est d'écouter cet extrait d'accord, et ensuite, on en discute. d'accord. Juste, Sonia, permets-moi juste de préciser qu'on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qu'on fait l'extrait donc de ce livre Promets-moi, Émile, aux éditions La Trace. Marie Méran présente un roman de Bénédicte Rousset, Promets-moi, Émilie, aux éditions La Trace. Mai 1912. Clémence Panat de Prinvaux était abîmée. Un ciel bleu se déployait au-dessus du cloître et la fenêtre entr'ouverte accueillait une brise légère. Le chant aigu des oiseaux perturbait gaiement un silence monacal. Le regard tourné vers l'immensité, la jeune fille mordillait son crayon. Après l'algèbre et le latin, le grec. Et le soir, il fallait recommencer, argumenter, rédiger, traduire. À 16 ans, quel plaisir dans une vie d'études! L'après-midi avançait au ralenti. Ses pensées s'envolèrent, loin de l'école des religieuses. Si seulement elle pouvait renverser son pupitre, traverser la grande bâtisse, empoigner le bras de sa cousine, quitter Paris et courir à travers champs, baignée de soleil et de liberté. Mais Pauline suivait les cours à l'école de la République, l'école du diable, comme la surnommaient ses parents. Encore quelques heures avant de la revoir, et peu importait si leur complicité déplaisait au Panat de Prinvaux.
Ils ne toléraient pas Pauline chez eux. Les familles ne se fréquentaient plus depuis longtemps. Le bois du crayon craqua sous sa dent. Quel endroit lui paraissait le plus rétréci? Le couvent? La demeure familiale, pourtant vaste et riche? Jeudi dernier, en l'absence de ses parents et avec la complicité de la domestique, sa cousine et elle avaient dérobé des caramels à la cuisine et les avaient savourés sous l'escalier en se montrant, bouche grande ouverte, la dégoulinante plâtrée de bonbons fondus. Clémence gloussa. Un coup de baguette sur son bureau la fit sursauter. « Mademoiselle ?» La jeune fille se figea et leva un œil griacier. Sœur Sainte-Supplice se pencha, le front plissé. Clémence retint son souffle sous l'haleine fétide qui lui léchait le nez. « Quel cours suivons-nous déjà? De quoi parlait-on? » « Alors, que nous apprend cette tragédie grecque sur l'âme humaine? » La baguette s'enfonça sous le menton, le releva sec vers la droite. Dieu, ce visage! Vu sa tête, même la religieuse ne s'y faisait pas. Cette tragédie, reprit Clémence, montre que nous ne devons pas nous abîmer dans la douleur. La baguette se planta plus profond dans la chair. La tragédie grecque, représentation sublime de la souffrance humaine, est sublime en ce sens qu'elle n'est pas pessimiste, mais en fin de compte, profondément optimiste. Je ne sais plus qui a dit cela. La figure de sœur Sainte-Supplice se défroissa. Clémence essuya une goutte sur son front. Voilà, Promets-moi, Émile, aux éditions La Trace par Marie Méran. Merci à Marie pour cet extrait. Merci. Alors, je ne sais pas si tu as C'est bien bien entendu, lu. c'est vrai qu'on... Oh, c'est bien Voilà. lu. Qu'est-ce que Ouais, c'est vrai que c'est important la lecture, le ton, tout, ça fait drôle d'entendre ses propres mots si bien lus. Voilà, en tout cas, merci à elle, hein. Donc encore une fois, on l'excuse, elle peut pas être avec nous ce soir, mais comme à chaque fois, Et elle oui. nous dira en direct ce qu'elle en a pensé. Et voilà, mais en tout cas, merci à elle. Donc tu disais, c'est la première Merci fois que tu beaucoup. entends ton livre lu en audio comme ça? Oui, oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a un bon son, et puis elle sait lire en fait. J'avais jamais entendu lire d'extrait. Elle sait lire, et c'est pas si évident que ça de bien lire en fait. On dirait pas, hein, Oui, mais et c'est c'est pas, souvent ce c'est qu'elle dit, simple. effectivement, ouais. De lire, puisque Ouais. voilà, Non, c'est non, vrai qu'on j'avais. connaît pas, on a Et l'habitude d'ailleurs, de on lire dans dit sa tête. que oui, oui. Et d'ailleurs, on dit que quand on lit son propre livre, qu'on le retravaille, il faut le lire à voix haute. C'est pas pareil. On entend les mots qui accrochent, on entend les choses qui vont pas, alors que dans la tête, on voit pas forcément. Il faudrait que Marie me Exactement. relise tout mon prochain tome là, parce que ça me permettrait d'enlever pas mal de trucs. Écoute, si elle nous écoute, si elle nous entend, on peut lui proposer, effectivement. Donc, on rappelle, Non. Sonia, si tu veux revenir, tu me fais signe. Oui. Donc, on rappelle, hein, que tu es avec nous ce soir pour ce livre, Promets-moi, Émile, aux éditions La Trace. Alors, Sonia, qu'est-ce que ça te fait, toi aussi, qui as lu ce livre, qui a été plongé dans l'univers de Bénédicte, d'entendre Marie lire ses extraits? On replonge à chaque fois, je le dis, hein, mais c'est vrai, on replonge dans le livre à chaque fois. Et c'est vrai, je rejoins Bénédicte, même moi pour mes chroniques, je me relis à voix haute aussi, voir ce que ça donne en Oui, fait. oui. Parce que C'est pas pareil après, hein. voilà, c'est pas pareil. On dit, tiens, il y a un mot là, en fin de compte, à voix haute, ça le fait pas. Et du coup, on le change et Oui. voilà. Oui, Tout à fait. ou on change de place. Parfois, un mot, un adjectif, ça n'a pas le même Mm, effet, c'est vrai, hein. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que Marie a une façon de lire et de Ah oui, retranscrire le texte assez fantastique. ouais. Voilà, Fantastique, encore une c'est le fois, on la mot. remercie. Marie Méran, qu'on peut retrouver effectivement sur ses réseaux également. Donc, en tout cas, voilà, merci D'accord. à elle. Pas mal de questions. Alors, j'espère qu'on aura le temps de toutes les poser, puisque je sais, Bénédicte, que tu es un peu pris par le temps quand même. Non, mais je vous en Euh, prie. Allez, donc on rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, tu as dit en début d'émission que tu étais professeur en lettres modernes, professeur de français, et il y avait Oui. justement une question qui nous demandait est-ce qu'un jour tu pourrais écrire un livre sur ce parcours, justement, ton parcours d'enseignante? Oui, j'ai déjà pensé, je pense que je le ferai parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans le côté administratif, organisation. Enfin, aujourd'hui, si on recrute l'enseignement, c'est pas pour rien, hein. Il y a quand même, parfois il y a des trucs, je me dis, mais il faut que je le raconte parce que les gens savent pas forcément. On est tous passés par l'école, mais de là après à vivre.
de l'intérieur, c'est vrai que oui, je pense qu'un jour, je le mettrai, je l'écrirai, mais peut-être de manière un peu légère, parce qu'il y a des choses graves, mais il faut les faire passer sous le ton peut-être un peu de l'humour ou de ouais, mais sur mon parcours, je pense que il va bien falloir un jour. C'est intéressant ça parle à tout le monde, hein, les enseignants, ça parle à tout le monde. Oui, oui. Donc oui, Ah je bah, Il y a c'est des pourrais vrai. bien petites un jour pépites écrire aussi. Il y a ça. des petites pépites avec les élèves aussi, Ah quelquefois. oui, oui, Ouais, sur les ah oui, réseaux, oui. c'est marrant. Ah mais il faut que je note, rien que les pépites d'élèves. Là, j'en ai un qui me dit, je peux pas venir la dernière semaine à Noël parce que je pars en Égypte antique. Ah, il me dit c'est loin. Ah oui, j'imagine que c'est Ah loin. bah, j'imagine que c'est très loin, oui. Enfin, ils ont plein de petites choses comme ça. Ah ouais, ils sont drôles en fait. C'est vrai. Mais oui, il Hmm. faut écrire tout ça. Eh ben, écoute, à suivre alors. Talibanière qui nous dit est-ce que chaque tome se termine ou la fin emmène sur le début du tome suivant? Alors, comme pour le tome 1, j'étais pas sûre de faire une suite parce que je savais pas si ma maison d'édition aimerait, s'ils voudraient l'éditer, etc. À chaque fois, comme les éditions La Trace sont très exigeantes, je sais jamais si c'est pas parce que j'ai un livre chez eux avant qu'ils vont me prendre le suivant. Oui. C'est bon, j'ai dit bonne nuit à numéro 3, il y en a plus. Il n'y a pas de souci. Et, et donc, le 1, j'ai fait en sorte qu'il se termine, voilà, qu'il n'y a pas de suite. Je suis contente parce qu'on me dit qu'on est un peu frustré parce qu'on veut continuer à voir vivre les personnages, donc mieux. Mais par contre, pour le tome 2, comme je savais que j'aurais un 3, puisque les éditions La Trace m'ont encouragé à faire cette saga, fini vraiment, le tome 2, c'est fini vraiment que de poissons, un peu comme sur Netflix. Tadam, on peut pas ne pas regarder le truc suivant. Enfin, j'espère. Donc le tome 2, il se finit vraiment, pas que de poissons, mais presque, pour donner envie ouais, de lire le 3. Mais ça, c'est vous qui direz. Sonia, c'est toi qui diras. Hein. Bah, déjà, le 1, on a envie de lire le 2, alors. Ah, bon, bah, tant mieux. Ça a marché. C'était la première fois que je faisais, que je faisais une suite. Là, le 2, il est fini puisqu'il sort en mars. Mais c'est pas évident parce qu'il faut tirer quand même pour ceux qui n'ont pas lu le 1, mais il ne faut pas être trop lourd non plus pour que ceux qui ont lu le 1 soient pas barbés de tout recouvrir qu'ils savent. Mais c'était un bon exercice. J'aime bien faire ça. J'aime bien. Puis là, je lis aussi un peu la saga des 7 sœurs. Tout ça, c'est très connu. C'est sympa de retrouver les personnages dans des. Voilà. Non, j'aime bien que ça se finisse un peu comme ça pour Flo, qu'on je lise t'entends plus. la suite. Je sais pas si tout le monde. Voilà. Là, ça devrait passer. Voilà. Très bien. Non, je disais merci en tout cas pour ces réponses. Et juste avant d'avoir la question donc, de l'invité, hein, la question de l'invité, Ah Pascal qui oui, rajoute une question intéressante qui demande est-ce que la Grande Guerre marque pour vous, donc pour toi Bénédicte, un tournant décisif pour la position des femmes dans la société? ah oui, parce que alors en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait elle combattait de manière incroyable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes qui, qui s'engagent certes d'une belle manière, mais là, il y avait par exemple dès 1910 les suffragettes anglaises qui étaient emprisonnées parce qu'elles manifestaient déjà pour le droit de vote. Ça m'a beaucoup interpellée sur la position des femmes dans la société. Ça m'a permis de voir à quel point quand même ça avait évolué, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de femmes dire il n'y a rien qui prend, etc. Mais c'est pas vrai en fait. Les hommes sont plus respectueux. Maintenant, des femmes, il y a une harmonie, je trouve, dans la société. Bon, bien sûr, on ne vit pas en Afghanistan, mais, euh, mais oui, cette guerre a été un tournant décisif parce qu'après, même pour le tome 2, les femmes ont tellement fait tourner la France que les hommes ont été obligés de se rendre compte qu'en fait, elles savaient travailler comme eux. Et, et, euh, et donc, ouais, c'est un tournant vraiment décisif pour la société parce qu'en fait, on avait besoin d'elles. Alors, c'est un peu dommage qu'on ait le temps d'avoir besoin d'elles pour se rendre compte qu'elles ne valaient pas forcément la moitié d'un homme. Mais c'était intéressant d'apprécier ce côté-là pendant les recherches, ouais. Mais dans le livre, hein, tu le dis, Voilà. un homme qui partait au front n'était pas remplacé par 4 femmes, mais une seule aussi. On disait, Ah oui, oui, 4 oui, oui, hommes c'est pour vrai remplacer ça. un homme, mais en fin de compte, non, non, c'est une femme pour un homme, en fait.
Oui, et après, je m'en sers pour le tome 2. Après, il y avait beaucoup d'apprentis qui étaient morts au front parce qu'ils ont commencé après à envoyer des hommes très jeunes, 16, 17 ans. Donc, il n'y a même plus d'apprentis après dans les usines. Et les femmes ont pris la place aussi de ces apprentis. Et effectivement, je le dis dans le livre, un homme valait une femme. C'est pas... Mm, Oui, c'est vrai, ça, je l'avais vu dans mes recherches, c'était vrai ça. mm, Donc, c'est intéressant de voir l'évolution quand même. On a vraiment bien évolué sur certains côtés. Faut pas être pessimiste quand Mm. même. Alors, il y en a toujours un pour poser la question qu'il faut au bon moment. Euh, On va pas le- dire le- on va pas dire qui c'est, hein. non, non, non. Bénédicte, je te présente donc notre cher ami Laurent Alain qui pose la question. Et attention, tu as 2 heures pour y répondre. Le troisième en prévision n'apporte-t-il pas une certaine frustration dans l'écriture du deuxième? Ah, vous avez 4 heures, c'est ça? Non, non, alors non, pas pour cette fois-ci parce que quand j'ai écrit le deuxième, je savais pas, on n'avait pas encore parlé avec les éditions La Trace d'un troisième. Donc pour moi, j'avais une sorte d'urgence dans l'écriture parce que pour moi, le deuxième, c'était la fin. Et c'est au cours de l'écriture du deuxième que c'est dessiné la perspective du troisième. Donc j'ai pas du tout, ça m'a pas du tout apporté de frustration dans l'écriture du deuxième, parce que ça s'est fait un peu naturellement. Et au contraire, au fur et à mesure de l'écriture du deuxième, je me disais, il y a tellement de choses à dire, parce qu'on parle de la guerre dans le premier, et on a l'impression qu'en fait, en 1918, au moment de l'armistice, tout rentre dans l'ordre. Mais en fait, le pays est dévasté, il y a l'inflation, enfin, le retour à la vie normale, entre guillemets, est terrible. Donc il y a beaucoup de choses à dire, peut-être plus encore sur l'après euh, que pendant la guerre. Enfin, peut-être pas plus, mais au moins autant de choses, quoi. Tout dépend comment on raconte les histoires. Mais je sais pas si j'ai répondu. Ah bah écoute, tu as très bien Oui. répondu, hein. Je Bon. t'inquiète, je le fais confiance pour mettre un commentaire si tu n'as pas bien répondu, bien évidemment. Et voilà. Oui, oui. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant d'écouter la question pour notre invité? Non, pas pour l'instant. Eh ben alors écoutez, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de lancer le D'accord. jingle et ensuite on écoutera la question. D'accord. Alors, vous vous rappelez la semaine dernière, donc on est mercredi aujourd'hui, donc c'était vendredi de la semaine dernière, on a reçu donc Célia Ibanez qui est venue nous présenter son livre, sa trilogie Transmutation tome 1 H+, aux éditions Greenlight. Donc voici la question pour toi, Bénédicte. Alors moi, ma question, ça serait, est-ce que finalement une histoire d'amour doit forcément finir mal pour être une vraie histoire d'amour? Voilà la question de notre chère amie Célia Ibanez. Ah oui, c'est intéressant, ça. Alors, merci pour cette question. Ravie de découvrir cet auteur que vous avez reçu. Est-ce qu'une histoire d'amour va forcément mal finir? Bah, je dirais que c'est pas pareil dans les livres et dans la réalité, parce que je trouve que dans les livres, on peut se permettre plus de choses qu'en... Et là, alors, je dirais que non, en fait, une histoire d'amour ne doit pas forcément mal finir pour être une belle histoire. Mais là, en l'occurrence, dans le tome 1, Promets-moi Émile, j'avais besoin que cette histoire d'amour se termine mal, parce que c'était pas la vraie histoire de sa vie, en fait, pour moi, pour Clémence, puisque vous verrez qu'elle va vivre autre chose. Et donc, j'avais besoin qu'il y ait une histoire d'amour qui finisse mal entre elle et, euh, et celui qu'elle aimait dans le tome 1 pour laisser la place à autre chose, quoi. Je sais pas si j'ai Il y a, bien répondu, il y a- mais il y a pas qu'une histoire d'amour qui se finit mal dans le 1 en même temps, non, Là, non, je veux pas dire, mais non, c'est vrai. voilà. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas qu'une histoire d'amour qui finit mal quand même. Voilà. Mais non, ça n'a pas besoin de mal finir, mais pour moi, quand ça finit mal, il faut forcément ouvrir sur autre chose de positif. J'ai jamais terminé un roman sur quelque chose de négatif ou j'aime bien terminer sur l'espoir en fait. Après, on a tous notre définition de l'espoir, mais j'aime bien quand c'est ouvert sur quelque chose de beau quand même. J'aime pas un livre qui finit mal, je ne lis pas d'ailleurs. Enfin, après, Mm. chacun ses goûts, hein. Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment. En tout cas, bah, Mais merci oui. à toi.
Merci à toi en tout cas Merci pour cette beaucoup à vous. réponse et merci à Célia aussi pour cette question. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, donc là, ce vendredi, on recevra donc l'auteur Sébastien Théveny pour son livre Ceci est une histoire vraie. Donc, il raconte l'histoire véritable d'une enquête où les événements réels se révèlent bien plus étranges et captivants. Quelle serait ta question pour Sébastien Théveny, Bénédicte? Alors, merci de m'avoir fait découvrir Sébastien Mille. Je connaissais de nom parce que c'est vrai qu'il a écrit pas mal de choses. Je ne sais pas si on s'est pas croisé sur un salon, mais en tout cas, le nom me parlait. J'ai vu donc qu'il écrivait pas mal de romans, mais aussi de la poésie. Enfin, il est assez divers dans ses écrits. Et donc, moi, je voulais lui demander si, parce qu'il a quand même pas mal écrit, si il y avait un livre parmi ceux qu'il a écrits, s'il devait rester un livre de lui, lequel il choisirait et pourquoi, en fait, voilà, lequel il préfère dans ses romans, parce que je crois qu'on a toujours un lien plus ou moins fort avec un de nos livres en particulier. Et lui, si dans quelques années, si dans longtemps, il restait un livre de lui, lequel ce serait? Eh ben écoute, merci à toi en tout Voilà. cas. Donc on partagera donc ta question avec lui. Donc on le rappelle ce vendredi 10 janvier à partir de 19h30 où là aussi Sébastien sera invité pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc merci à D'accord. toi Bénédicte. À tes souhaits Sonia. Merci beaucoup. Merci. Madi qui est avec nous, Madi Bertini qui nous dit les livres que publient les éditions La Trace sont toujours de magnifiques livres, une sélection d'auteurs et d'écrits de grande quantité. Voilà. Donc Qualité. encore une fois. Ah oui, Pardon, qualité. oui, Ouais, dis donc, ah ça oui. va toi? C'est toi, Madi Bertini. Oui, Madi Bertini, je vois très bien qui c'est, que je l'embrasse bien affectueusement, ainsi que son fils que j'ai eu en classe, très, très bon souvenir. Et oui, je suis contente de voir sa confiance ce soir et sa présence. Et c'est vrai que, bon, c'est pas moi qui fais les couvertures, donc je vais rajouter une couche, c'est Florence qui fait les couvertures, elles sont magnifiques. Oui. Moi, je me suis rendu compte sur des salons ou ou en librairie, parfois les gens achètent le livre pour la couverture chez La Trace. Ça ne m'était jamais arrivé, hein. Elles sont belles. C'est vrai qu'on les a vus passer et on peut le revoir encore effectivement. Donc premier mois Émile, mais on l'a vu tout à l'heure aussi pour Romilda. Donc encore une fois, a reçu le prix et encore toutes nos félicitations. Celle qui se Oui, tait, parce que moi merci. personnellement j'aime bien ce côté Oui, gris de profil. oui, j'avais eu un prix On voit aussi bien que pour ça cache quelque celui-ci, le chose. prix. J'avais eu le prix spécial émotion pour celui-ci de Dora Suarez. Ah, Et je profite pour saluer Ludovic François qui avait fait le prix Dora Suarez. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps, là. Un grand, grand lecteur, fondateur du prix. Et voilà, entre Alain Cadéot et lui, cette année, peut-être était particulier avec des gens qui nous ont quittés, hein, quand même. ouais, Donc voilà. effectivement, on pense à eux effectivement. Ouais. Et il y avait aussi celui-ci, hein, le portrait d'Humphrey Black. Ouais, Voilà. tous disponibles aux éditions La Trace. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle hein, qu'on peut retrouver tous ces livres et tous les auteurs de éditions www.éditionlatrace.com. Voilà, merci Super, beaucoup. merci beaucoup. Je vois Merci, grand Séraphine qui merci pour ce sourit. moment. Eh ben, merci à toi. Et puis c'est pas fini parce qu'il maintenant il y a le portrait de Séraphine. Non, non. Oh là Alors, là. Oh là Séraphine là, qui est oui. avec nous. C'est à Séraphine, moi. oh là là. Comment vas-tu, Séraphine? Écoute, ça va très bien. Eh ben, écoute, Tout alors ça, c'est parfait. Alors, Séraphine, elle m'a un peu impressionnée quand même, hein. comment? Bah oui, surtout moi, oui, ce serait, bah oui, oui, je suis tellement impressionnante, je comprends. Eh ben, écoute, à ce moment-là, pour faire durer le suspense, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur Bénédicte, sur cette première 1h15 de live? Oh, ça passe vite. C'est vrai, hein, c'est fou. Et Ouais, pour nous aussi, c'est un plaisir de t'écouter. C'est un plaisir de t'écouter. On mais sent on sent vraiment que tu es plaisir. passionné. On sent, puis tu as tellement de choses à se dire. Tu te passionnes pour tellement de choses. C'est Ah, impressionnant. c'est vrai, Et je comprends le nombre de questions. Et j'imagine aussi toutes celles qui n'ont pas été posées, parce qu'il y en a, il y en aurait énormément. tant Et mieux, oui, ça veut dire qu'on est bien j'aime encore ensemble. plus. Et ce que Eh ben, j'aime encore plus, exactement. c'est ton air étonné. Ton air étonné comme si tu n'avais pas conscience que c'est vraiment un plaisir de parler avec toi. Oh, Eh bah, ben, écoute, merci. Séraphine, merci à toi. Eh ben, écoute, je lance le jingle et puis nous t'écoutons. Ça marche. Donc, le portrait de Bénédicte avec Séraphine Matin. Nous t'écoutons. Mon portrait, en fait, ça va plus
consistait à essayer de chercher un petit peu ce que tu es à travers ce que tu écris, à travers tes personnages en l'occurrence, parce qu'ils sont très très hauts en couleur, ils sont exaltés, ils sont en souffrance, on rencontre un peu absolument toutes les émotions dans tes personnages. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que toi tu mets, quelles émotions tu mets dans tes personnages, lesquelles te correspondent, lesquelles parlent de toi. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça. C'est vrai que en fait, j'écris pas un livre du début à la fin. Parfois, j'écris une scène qui va arriver parce que c'est comme ça dans mon histoire. Selon mon humeur ou selon le moment, selon mes émotions de la journée ou du moment, ça va être plutôt une scène joyeuse ou une scène un peu plus noire, voilà. Mais c'est vrai que je mets énormément de moi, en fait, de mes émotions dans. J'ai l'impression que c'était comme si j'étais un peu inapte au monde qui m'entourait et que là, je pouvais m'exprimer à travers des personnages d'une manière totalement libre et qui me fait du bien, en fait, aussi. Donc, oui, je mets beaucoup d'émotions dans mon personnage et surtout dans celui d'Émile parce que, comme je disais, quand il était dans une mauvaise posture, quand il était enfermé à Bicêtre avec ses mauvais traitements, tout ça, je me disais, ah, il faut que je m'y mette, il faut que je sorte de là, il ne peut pas rester comme ça. Je vivais, j'avais la gorge qui se serrait quand il n'était pas bien, ou je riais quand il était bien, ça y est, il était en confiance, qu'il voyait qu'il et, donc j'espère que ça se voit parce que, en fait, c'est avec les tripes un peu quand on écrit, je pense que ça vient de très profond, quoi. Je sais pas comment les autres font, mais oui, je mets beaucoup d'émotions dans l'écriture. Quand même. C'était ça Beaucoup ta question, d'émotions. Séraphine? Oui, absolument. C'était totalement ma question. Et aussi sur les genres, parce que c'est vrai que tu as commencé par le polar. Là, tu nous emmènes dans des aventures historiques extrêmement, extrêmement bien fouillées et recherchées. Des histoires d'amour plus ou moins difficiles, mais belles. Et j'ai pas l'impression que tes ouvrages ils peuvent être vraiment catégorisés, genrés. Donc, comment tu fais pour mélanger tous ces genres et comment tu as fait pour Ah oui, basculer du polar à du plus global? C'est vraiment enfin, si je vais avoir une idée de roman par jour, je pense que c'est vraiment dans ma Oui. tête, ça, je pense qu'il y en a un peu trop. Mais, par exemple, pour de New York, j'avais entendu parler de ce fait divers dans un journal anglais et j'avais envie de le raconter. Donc, je me suis mise à corps perdu dans ces recherches-là pour écrire mon roman qui avait rien à voir effectivement avec la peinture. Quand j'ai appris en fait ce qu'étaient capables de faire certains peintres par obsession de l'inachevé autour de leur toile, ça m'a tellement fascinée. Je me suis dit, mais il faut écrire un roman autour de ça. Et là, pareil, je suis partie dans ces recherches-là qui n'avaient rien à voir effectivement avec les. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quand on avait des troubles de l'attention, on était un peu comme ça, c'est d'un un autre. Je dois Oui, avoir un problème qui me sert c'est pas dans ma c'est pas un création. problème, au contraire. C'est pas. Oui, oui, on revient au même. Et donc là, pareil, pour la guerre, il y avait Bicêtre, il y avait Marie Curie, il y avait les hôpitaux auxiliaires, il y avait toutes ces femmes qui se sont engagées comme infirmières alors qu'elles n'étaient pas obligées. Pendant la guerre, elles sont parties au front, en fait, ouvrir. Et j'avais envie de. Voilà, après, je me mets vraiment dans les recherches à fond. J'ai plein de livres sur ce thème-là de partout, et jusqu'à ce que j'ai fini, jusqu'à ce que j'ai trouvé tout ce que je voulais. Mais c'est vrai que ça peut être un sujet et après un autre complètement différent. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est ce qui va m'intéresser sur le moment. Bon, j'aurais une petite idée déjà avant, mais c'est un fait ou quelque chose parfois que j'entends ou qui va me donner envie de creuser. Et tu arrives à mélanger avec ce que tu avais envie de dire ou avec ce que tu aurais envie d'écrire à ce moment-là. Tu arrives à faire, à lier le tout. Oui, C'est c'est ce qui est impressionnant. facile à faire. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là j'avais plusieurs sujets. Voilà. Émile et Bicêtre, la guerre, les infirmières, et, et je faisais mes recherches sur les trois en même temps. Et je me demandais comment j'allais arriver à les lier. Et puis, en Oui. fait, après, au bout d'un moment, ça vient. C'est vraiment petit à petit, ça se construit. C'est comme
c'est presque du travail de dentelier, en fait. L'écriture, c'est tout petit bout après tout petit bout. En fait, c'est un peu comme une marionnette, quoi. On doit tirer des fils qui ne doivent pas se voir. C'est passionnant, en fait, comme travail. Mais que c'est à mi-chemin entre la torture et la jouissance. Il y a des fois, je me dis, il faut que j'arrête, je n'y arrive pas, j'ai pas le temps, j'ai encore fait des pâtes à manger ce soir. Possible. C'est vrai, franchement, tous ceux qui la culpabilité de s'accorder du temps aussi pour quelque chose que je pourrais enlever de ma vie et qui me permettrait d'être à jour dans mes lessives, mes repas, mes trucs. Mais ceux qui aiment faire quelque chose dans la vie le savent. Comme on dit tout à l'heure, ceux qui peignent, ceux qui chantent, ceux qui font du foot, de la danse, faut pas qu'ils enlèvent ça de leur vie. Au contraire, ils sont plus agréables après au quotidien. Je leur demande chez moi, je dis, je suis plus sympa quand j'écris mes livres quand même. Ils me disent oui. C'est impressionnant parce que tu as cette hyperactivité dans ton écriture, tu as cette facilité du coup à mélanger les choses et en même temps quand tu te présentes, la façon dont tu parles, la façon dont tu es, tu as une douceur et un calme qui finalement n'est pas représentatif. Donc c'est vrai assez impressionnant. Oui. C'est drôle. C'est drôle. Une fois sur un salon, on m'a dit mais c'est vous qui avez écrit ce livre? Oui. Enfin, comme quoi ils s'attendaient, je pense, à quelque chose de, je sais pas, de plus austère, de vieux et de tordu. Ouais, je me souviens de ça, de personnes qui étaient étonnées. Non, mais comme quoi en fait, on a ce qu'on est et à l'intérieur de nous aussi ce qui bout et ce qu'on a envie de faire partie, quoi, peut-être. Ouais. Oh, Séraphine, je me fais des émotions, hein. C'est l'idée, c'est le but. Du coup, la petite question, la petite dernière question, la petite question portrait chinois pour alléger tout ça. Ah oui. Ce serait si tu avais dans une vie antérieure été un auteur, enfin une auteure en particulier, est-ce que tu serais plutôt Agatha Christie ou plutôt Jane Austen? Alors plutôt Agatha Christie parce que j'adore les potions pour tuer, les mélanges et tout ça. Parce que Jane Austen, c'est ça. Malgré les belles histoires, ah oui, sans hésiter, Agatha Christie plutôt parce que c'est l'univers en fait. Pourtant, Jane Austen, j'adore aussi, mais c'est tellement différent. Non, Agatha Christie, j'aurais été Agatha Christie. Voilà. Souhaitons-moi son succès. Souhaitons-moi tout son succès. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là. Oui. Ah, Florian, on t'entend plus. Pardon, non, excusez-moi. Oui, je ne sais pas pourquoi mon micro il se désactive. C'est bon, tout va bien. Merci. Non, je disais effectivement, heureusement que tu nous as dit au début, tu nous as pas dit au début justement que tu aimais faire les potions pour tuer des gens parce que ça aurait un petit peu donné le ton du live quand même. Oui, la même ambiance. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à toi, Séraphine. Merci. Merci Séraphine, merci beaucoup pour ton beau sourire et ta sympathie. Je t'en prie. Oh là, décidément, que des compliments pour les filles ce soir. C'est beau ce soir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bénédicte, justement sur ce qu'a dit Séraphine, sur l'extrait de Marie et aussi sur la chronique de Sonia? Vraiment simplement vous remercier vraiment de tout cœur parce que j'appréhendais en fait quelque part cette rencontre parce que je te connaissais que toi, Florian, encore on se connaissait pas très bien, même si tout de suite ça a été facile entre nous, quoi. Mais j'appréhendais, je savais pas trop, j'y pensais depuis que tu m'avais invitée. Et j'ai l'impression qu'on a passé 2 minutes ensemble, qu'on est entre amis, enfin vraiment, j'espère qu'on entretiendra cette amitié naissante en fait ce soir parce que autant avec Sonia qu'avec Séraphine, je suis sûre qu'on serait contente de se revoir. Enfin, en tout cas, moi, j'adorerais. Volontiers. Vraiment, merci. Il y a des gens comme ça, on ne saurait pas forcément expliquer, mais avec qui on se sent bien. Vous êtes tellement bienveillants tous les trois. Et puis Marie aussi, même pour son extrait, c'était lu d'une façon qui m'a bouleversée. C'était comme si je découvrais mes mots en fait sous sa voix. Et c'est étrange comme sentiment. C'est chouette à vivre en fait. Donc grand merci à tous les quatre. Et merci à toi surtout. Merci à toi. Parce que c'est rassurant aussi. C'est rassurant. Pardon. C'est rassurant aussi pour nous de voir cet échange. Oui, du coup, c'est moi qui suis émue maintenant. C'est vrai, mais oui, derrière, il est reconnu par l'invité. C'est chouette. C'est super chouette. Mais oui, parce que c'est du travail tout le temps. Je sais que Florian, tu passes du temps en amont. Vous lisez, vous chroniquez, vous
voilà, c'est du temps donné en fait et ça n'a pas de prix ça. C'est un cadeau moi ce soir. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi en tout cas, effectivement. Et on voit effectivement Laurent qui nous dit c'est ce qui fait la richesse d'échanges entre belles personnes. Merci. Et Oui. Tali qui nous dit également beaucoup Merci d'émotions ce Laurent. soir. C'était une très belle émission. Donc merci beaucoup Ah, Tali. merci Tali, merci pour vos questions. Ouais, c'était Bon, en tout, sympa, vraiment. eh ben, en tout cas, bah, merci à toi, puisque comme tu l'as dit, voilà, quand les auteurs viennent dans notre émission, on se connaît d'avance, c'est des amis ou pas, et en fin de compte, on devient amis pendant Oui, l'émission et on se voit oui, après, c'est hein. ça. C'est Ouais. ça, C'est c'est vraiment le ça but. aussi. Je me suis rendu compte en écrivant qu'après, il y avait les rencontres littéraires aussi. Ouais. Et là, ce soir, il est arrivé de créer des liens absolument formidables avec les gens qui chroniquaient, qui étaient passionnés. C'est tout autour de l'aventure littéraire qui est tout aussi important que l'écriture, quoi. Eh ben, merci Ouais. beaucoup en tout cas. Merci à vous les auteurs de votre sympathie, de nous faire confiance aussi, hein. Merci aussi à Christine. Merci pour ce bel échange et une très belle soirée. On rappelle, hein, Merci beaucoup Bénédicte, que tu encore. étais avec nous pour ce livre Promets-moi aux éditions La Trace. Encore une fois, merci à Ouais. Florence, hein, et à Jean-Philippe Lafont pour leur travail au quotidien, hein. Donc, on a vu le lien passer Ouais, tout à merci l'heure. à eux. www.éditionlatrace.com. Et puis, ben voilà, donc merci à toi. Et bien, un grand merci encore et à bientôt, on se dit. Allez, à bientôt Avec et on se donne donc plaisir. À rendez-vous. bientôt. On se donne donc rendez-vous, chers amis, donc ce vendredi avec Sébastien Théveny qui viendra nous présenter donc son livre Ceci est une histoire vraie. Voilà, donc un auteur à découvrir. Je pose pas la question à Séraphine si tu veux nous en dire quelques mots, mais en tout cas voilà, je sais que c'est un auteur qu'on attend particulièrement dans cette émission et on a hâte d'avoir le Eh portrait oui. de Séraphine. Voilà, en tout cas, bah, merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Lisez des livres. Encore une fois, merci à toi, Bénédicte. On se revoit très bientôt. Merci Et encore à vous. À bientôt. merci à tous. Allez, à très bientôt. Ciao, À ciao. vendredi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.